Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter WordPress, comment l'installer et les bases pour s'en servir. Alors WordPress, il y a deux choses et souvent les gens font la confusion entre wordpress.org et wordpress.com. Alors le premier, wordpress.com, alors il est ici, wordpress.com, voilà. Donc c'est un service qui est en ligne et qui permet très simplement, en s'inscrivant, d'avoir un site internet qui va être de base à une adresse mondomaine.wordpress.com ou monsite.wordpress.com. C'est gratuit. Il y a des versions payantes à partir de 4 € par mois qui donnent un peu plus de volume. Alors je crois qu'il y a de la publicité. Et quand on paye, il n'y a pas de publicité sur notre site. Alors c'est très facile à mettre en place, c'est rapide, etc. Mais c'est beaucoup plus restreint que l'autre option qui nous est proposée par WordPress.org. Voilà, on ne peut pas ajouter de thèmes, on a une sélection de thèmes, mais on ne peut pas aller acheter un thème sur Internet et le faire tourner sur WordPress.com. On ne peut pas ajouter de plugins, voilà, il y a pas mal de contraintes. Mais ça peut être suffisant. Nous, ce qu'on va voir, c'est WordPress.org. Alors, WordPress.org, en fait, quand on arrive dessus, alors on peut déjà aller sur la partie WordPress français, et lui, en fait, ici, il nous propose simplement de télécharger un zip. Un zip dans lequel il y a les fichiers qui composent le logiciel, entre guillemets, WordPress logiciel en ligne. Donc voilà, si on lance le téléchargement, on a une archive, voilà, qui une fois décompressée, voilà, on a une archive ici qui, une fois décompressée, va nous donner tous ces fichiers. Voilà. Alors, ces fichiers, je ne veux pas les faire tourner sur mon ordinateur en local. Hein, si je lance ça, ça ne va rien donner. Alors, il y a une option quand même avec deux logiciels, un qui s'appelle Freewheel et l'autre qui s'appelle Mamp, qui permettent de simuler la présence d'un serveur sur notre ordinateur, mais ça... Enfin, moi j'ai eu des petits soucis avec ça, mais là l'idée c'est quand même de faire un site qui soit accessible à tous, qui soit accessible en ligne. Si je le mets sur mon ordinateur, il n'y a que moi qui vais le voir. Donc là c'est pas l'objet, mais c'est possible. Voilà. Alors, pour pouvoir le faire fonctionner, eh bien, il faut un hébergement. Donc un hébergement, c'est un nom de domaine, donc c'est une adresse, c'est mondomaine.com, .fr, .net, etc. Et un hébergement, c'est-à-dire un espace, c'est un espace sur un disque dur en réalité, sur un serveur, sur lequel on va pouvoir aller copier ces fichiers. Donc pour faire ça, il faut aller s'adresser à une société, alors il y en a plusieurs qui proposent ces services-là, par exemple il y a OVH qui propose ce genre de service, avec plusieurs formules, hein, donc ça se passe ici, web hosting, nom de domaine, hébergement de site, voilà. Donc il me propose différentes formules, à voir en détail ce dont vous avez besoin, plus ou moins d'espace disque, rapide, des adresses email, plusieurs bases de données pour pouvoir faire tourner plusieurs sites sur le même espace, à voir. Un petit site basique, on pourra le faire avec une formule perso, et après, assez rapidement, si on a des services supplémentaires sur notre site, c'est pas mal, ou besoin d'adresse email supplémentaire, de passer sur la formule pro, voilà. Un autre service qui propose ça, c'est php.net, un petit peu moins cher, je crois, qui est le même type d'hébergeur. Ensuite, il y a des hébergeurs qui sont plus qui sont locales. Il y en a un à Grenoble avec qui je travaille régulièrement, qui s'appelle Mescalito, hein, chez qui j'ai quelques sites qui sont hébergés. Voilà, donc ça coûte un petit peu plus cher que OVH ou PHP.net, mais il y a un vrai service de proximité avec des gens à qui on peut téléphoner et qui peuvent régler notre site en fonction de demandes spécifiques, hein, comme par exemple Musilac ici qui a des pointes de connexion pendant le festival, et bien là on met en place des choses pour supporter un afflux de visiteurs important, par exemple. Voilà. Donc on va s'inscrire auprès de ces gens-là, hein, donc chez OVH ou PHP.net, eh bien, tout se fait en ligne, on paye en ligne, etc. Pour Mescalito, il faut aller les voir ou leur téléphoner. Vous avez un devis, et ensuite, donc une fois que vous avez pris votre hébergement soit en ligne, soit par téléphone, eh bien vous allez recevoir des accès FTP. Alors un accès FTP, c'est la possibilité
de vous connecter au serveur avec un logiciel qui vous permettra d'aller copier des fichiers sur votre hébergement. Donc, le logiciel FTP, il permet de faire ça. Hein, je me connecte. Donc, pour se connecter, moi, je rentre un petit favori, là, comme ça. Donc, je fais nouveau favori. Je rentre les informations qui me sont envoyées par mon hébergeur. Donc, je donne un titre, hein, ça va être mon site. Voilà, je rentre ici le nom du serveur, l'utilisateur, le mot de passe, enregistré. Et ensuite, je me connecte. Et quand je me connecte, voilà, bien j'arrive sur un dossier ici dans lequel j'ai la plupart du temps un petit dossier www. Donc ce qui est dans www, c'est ce qui sera visible sur mon site. C'est-à-dire, si ici je mets une image, allez, j'ai une petite photo, alors là j'ai déjà les fichiers WordPress, donc par des fois quand on arrive, ce dossier est vide. Quand j'achète un hébergement, c'est vide, ou alors j'ai parfois une page avec écrit index.html ou index.php qui permettent d'avoir une page. Ce site a été réservé chez OVH ou chez PHP, bientôt un site ici, etc. Donc voilà, donc j'ai ici mon hébergement, hein, il est vide ou il a juste une page index.php. Alors ça fonctionne comment? Si je prends une petite image ici, j'ai une petite photo avec la tête d'un chien, si je la colle dans mon dossier www, si je tape ensuite dans mon navigateur l'adresse de mon site, donc l'adresse de mon site ici, c'est pas véritablement une adresse, mais alors elle est en train de se copier, c'est un petit peu long. Voilà, donc chien vient de se copier, je tape chien.jpg, le nom de mon fichier, et il la retrouve. Donc je retrouve en fait les éléments qui sont dans le dossier www, ils sont ici. Voilà, donc si je rajoute un dossier, photo, voilà, pour voir, et que à l'intérieur je mets la photo que j'ai téléchargée préalablement, hein, donc si je fais ça, il ne va plus la trouver, not found. Par contre, pour la retrouver, il faudra aller la chercher dans le dossier photo. Donc je mettrai photo, tel que je l'ai écrit, slash. Et là, il va retrouver l'image du chien qui est ici dans le dossier. Voilà. Donc pour en revenir à WordPress, j'ai téléchargé mon archive, je l'ai décompressé, et ici, j'ai un paquet de fichiers. Donc je les copie dans mon dossier www. Chez moi, c'est fait. C'était pour gagner du temps dans la vidéo. Donc je les copie, comme ça, ils vont se copier. Alors je copie bien les fichiers dans le dossier www. Je ne copie pas le dossier WordPress dans www, parce que comme pour mon petit chien, eh bien, l'adresse, je veux que l'adresse de mon site, ça soit bien ça, et non pas ça. Voilà. Donc mes fichiers sont copiés. Je me connecte ensuite avec mon navigateur à l'adresse de mon site, c'est-à-dire au nom de domaine que j'ai réservé. Et là, quand j'ai copié tout mon dossier WordPress, et éventuellement supprimer les fichiers qui étaient présents dans le dossier www, je peux les supprimer. Hein, ça va souvent être une page qui va s'appeler index.php ou index.html. Je la supprime. Peut-être qu'il y a une image aussi, je peux la supprimer aussi. Et là, je peux me connecter avec un navigateur à mon site. Donc, automatiquement, quand je fais ça, il me renvoie automatiquement sur cette page. Voilà. Et je vais pouvoir aller installer mon site WordPress. Donc là, lui, il a besoin, en fait, d'informations relatives à la base de données. Son nom, le nom de l'utilisateur, le mot de passe, l'adresse de la base, et on verra les préfixes de la table. Alors, c'est parti. Alors, mon hébergeur, normalement, m'a envoyé un mail avec les coordonnées de ma base de données. Chez OVH, je crois qu'il faut aller la créer. Donc, il faut se connecter à son administration, aller dans l'onglet base de données et faire créer. Et là, on choisit son mot de passe, mais tout ça est envoyé par email ensuite. Alors ici, moi, je suis chez Mescalito, l'hébergeur grenoblois. Donc le nom de ma base de données, ils me l'ont envoyé. Alors je vais aller la dupliquer. Le nom d'utilisateur, c'est le même.
Et le mot de passe de ma base, je le colle, ouais, bon. Localhost. Et alors, je vais changer ici le préfixe de la table pour des raisons de sécurité, pour donner moins de facilité à un hacker d'aller sur mon site. Voilà, donc je vais mettre... allez, c'est... Voilà. Et je valide. Donc il a réussi à se connecter. Et là, je peux enfin lancer l'installation. Donc je vais donner un titre à mon site. Alors pour l'instant, ça va être un site de test. Mon identifiant, c'est Chris. Il me propose un mot de passe un petit peu compliqué. C'est important d'avoir un mot de passe compliqué pour compliquer la vie des hackers. Donc là, je vais mettre, moi, un mot de passe. Alors je vais mettre un mot de passe compliqué. Je vais mettre un mot de passe compliqué. Je vais mettre un 3, un point d'exclamation et un point d'interrogation. Voilà, donc ça c'est un mot de passe compliqué. Voilà, donc je le colle quelque part pour m'en rappeler. Je vais mettre mon adresse email, donc mon adresse c'est chris@chrisgaillard.com. Et là, étant donné que mon site va être en construction, je vais demander aux robots envoyés par les moteurs de recherche, qui passeraient par ici, de ne pas indexer mon site. C'est-à-dire, je vais demander à Google de ne pas mettre mon site dans sa base de données, de ne pas le rendre accessible. Voilà. Après, il fait un peu ce qu'il veut, mais au moins je lui fais la demande. Si je ne coche pas cette case, eh bien mon site pourra se retrouver dans les moteurs de recherche. Donc moi je vais cocher, je n'ai pas envie que ça se retrouve, c'est un site de test, que ça se retrouve chez Google, et j'installe WordPress. Il m'invite à me connecter en mettant le mot de passe que j'ai donné tout à l'heure, donc un mot de passe compliqué. Donc je l'ai noté à côté, je fais un petit copier-coller. Donc je mets mon nom d'utilisateur, Chris, il me l'a proposé, mais c'est parce que c'est en mémoire chez moi. Je colle mon mot de passe, je lui dis de se souvenir de moi, et je me connecte. J'enregistre éventuellement le mot de passe dans mon navigateur. Et là, j'arrive sur une install clean de WordPress. Alors comme moi j'avais téléchargé en fait une archive, je l'avais fait il y a quelques temps, et depuis il y a une mise à jour de WordPress, je ne vais pas attendre, je vais faire immédiatement la mise à jour. Alors pour faire la mise à jour, il me redemande mes accès FTP. C'est ce que j'ai rentré dans mon logiciel tout à l'heure. Alors mes accès FTP, donc j'ai rentré mes identifiants, je fais continuer. Voilà, et il a fait la mise à jour vers WordPress 4.8.2. Alors cette option là qui est un peu pénible en fait, qui demande d'ajouter des fichiers, nos mots de passe FTP chaque fois qu'on veut ajouter un plugin, un thème, etc. C'est possible de la supprimer. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. Voilà, donc il me reste d'autres mises à jour à faire, mais je les ferai un petit peu plus tard. Alors quand j'arrive dans WordPress, je suis dans l'interface d'administration, c'est-à-dire que je suis non pas sur le site public, que je peux lancer comme ça, donc là mon site public il ressemble à ça, et mon site d'administration c'est ça, c'est l'adresse de mon site /wp-admin, c'est toujours comme ça dans WordPress. Et je peux ici retourner sur mon site, aller sur mon site, sur ma page d'accueil. Donc quand j'installe WordPress, j'ai toujours le même site, j'ai cette espèce de pot de fleurs, et ensuite une page vide avec un article, etc. Alors, dans mon administration, j'ai différentes choses ici qui me sont proposées, et j'ai notamment des articles. Alors les articles, on va aller voir ce que c'est. Là, il m'en a mis un par défaut qui s'appelle Bonjour tout le monde. Donc celui-ci, je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin, ça ne me concerne pas.
et un article. Alors, j'ai des articles et j'ai des pages. Voilà, on peut se demander quelle est la différence entre les deux. Les articles vont plutôt être associés à de l'actualité, donc c'est une info qui est datée, que je vais pouvoir ordonner, et je vais pouvoir l'affecter à une catégorie. Dans les articles, il y a des catégories, il n'y en a pas dans les pages. Et il y a des étiquettes aussi, c'est un autre système de classement, mais qui est facultatif. Les catégories, un article est forcément associé à une catégorie. Si je n'ai pas besoin de catégorie, j'ai une catégorie par défaut qui s'appelle non classée, qui peut apparaître sur le site en fonction du thème. Et il est préférable de la renommer par exemple actualité, ça évite d'avoir cette catégorie non classée qui ne veut pas dire grand-chose sur son site. Voilà. Donc, quand je fais un site, je vais déjà me poser la question de savoir est-ce que j'ai différentes catégories d'actualité. Alors, on va dire que non, mais on va quand même aller changer le nom de cette catégorie de base qui s'appelle non classé et je vais l'appeler actualité. Non classé, je vais le laisser, l'identifiant, je vais le laisser comme ça, c'est pas très grave, ça n'apparaît pas sur le site, voilà. Donc mes articles, ce sont des infos datées de type actualité que je vais pouvoir classer et affecter à une ou des catégories. Les pages, ce sont des infos plus pérennes, généralement c'est celles qu'on retrouve dans notre menu de navigation. Ce sont les infos qui ne sont pas datées, par exemple, qui sommes-nous, la page pour nous contacter, la page de présentation de notre équipe, du personnel, de notre société, de notre organisation. Voilà, ce sont des infos qui ne sont pas datées dans le temps, ce ne sont pas des infos relatives à un événement qui vient de se produire ou qui va se produire. Voilà. Donc ici, eh bien, j'ai la possibilité d'aller ajouter un article en l'ajoutant ici ou en faisant directement ici. Voilà, donc j'ajoute un article. Alors je vais aller faire un peu de lorem ipsum. Voilà. C'est simplement du texte en latin pour pouvoir mettre du faux texte. Donc, je prends mon texte. Alors, je commence déjà par mettre un titre. Alors, je vais aller chercher ce titre-là, pourquoi pas. Voilà. Et je vais aller coller un paragraphe de texte. Alors, il est possible, non, c'est bon, il l'a pas mis en... il l'a copié vraiment le texte brut. De toute façon, ce texte n'avait pas d'attribut, pas de lien, etc. Donc, dans mon texte, je vais pouvoir faire des choses comme mettre, par exemple, un titre. J'ai différents niveaux de titres qui me sont proposés, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, etc. Ceux qui ont fait du HTML, ça correspond à l'affectation d'une balise H1, H2, H3, H4, H5, H6. Voilà, donc à voir si mon thème ne récupère pas déjà pas le titre de mon article pour en faire un H1, et auquel cas je le mettrai en H2 pour éviter d'avoir deux balises H1 sur ma page. Voilà, donc j'ai la possibilité de mettre du gras par exemple si je le souhaite, de mettre des mots en italique, de faire des listes, voilà, des listes à puces, ou des listes numérotées. J'ai la possibilité de mettre du texte en citation, voilà, donc il a un autre style qui s'applique et il est tagué comme une citation. J'ai la possibilité de le caler à gauche, de le centrer, de le caler à droite, voilà. Et j'ai la possibilité également de faire un lien, par exemple. Donc ici, je peux faire un lien vers une adresse extérieure. Hein, là, c'est écrit nul là. Je pourrais faire http://www.nu2la.com. Voilà, tout simplement. Je peux éventuellement aller choisir quelques options, comme par exemple faire en sorte que ce lien s'ouvre dans un nouvel onglet. Voilà. Je peux également chercher les pages qui existent dans mon site pour pointer sur des pages internes de mon site. Voilà, et on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, alors, ici,
c'est un bouton qui permet de supprimer un lien, de retirer un lien. Alors ça, cette balise lire la suite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner une limite qui va découper mon texte en deux. C'est-à-dire que si je mets cette balise lire la suite ici, tout ce qui se passe avant pourra être utilisé si mon article est envoyé en mode résumé sur la page d'accueil. Souvent sur un site internet, on a la page de l'article qui est développée parce qu'il a pas mal de contenu, et sur la page d'accueil, on met sur une partie de la page d'accueil présentée, ça peut être présenté de façon très diverse, mais souvent on a une image, le titre, le début de mon article, et un petit lien en savoir plus qui nous permet d'arriver sur la page complète. Et bien là, ça nous permet en fait de couper le résumé de mon article. Ce qui est au-dessus de cette barre sera renvoyé sur la page d'accueil si je fais un appel à cet article sur ma page d'accueil, sur une page de liste d'actualité par exemple aussi. Voilà. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres options, comme par exemple de faire du texte barré, d'ajouter une petite barre de séparation, un petit filet de séparation entre deux paragraphes. Je vais pouvoir mettre de la couleur sur les textes. Je vais pouvoir coller en texte, c'est-à-dire que si je récupère du texte avec des attributs comme du gras, des liens, etc., et que je les colle en ayant coché cette option, il sera collé en mode texte en enlevant éventuellement les liens, le HTML, etc. Voilà. Ici, avec la gomme, avec le formatage, par exemple, si je fais ça, on va le faire ici. Bien, je vois que ça m'a enlevé le gras, mais je pense que si je le fais aussi ici, ça va m'enlever le lien. Ah non, ça n'enlève pas le lien. Ça enlève les attributs de typo, en fait. Ça enlève le gras, l'italique. Voilà, si je mets de la couleur aussi, ça doit le supprimer. Si je passe mon texte en rouge et que je mets la gomme, ça enlève le rouge. Voilà. Ici, j'ai la possibilité de mettre des caractères spéciaux, de faire une indentation, de diminuer l'indentation, de l'augmenter. Là, je fais c'est pomme Z sur Mac ou CTRL Z sur Windows. Et ici, ce sont quelques informations relatives au raccourci clavier que je peux trouver pour me simplifier la vie. Comme par exemple, pour mettre du gras, eh bien, je peux faire CTRL B ou pomme B. Voilà, comme dans n'importe quel logiciel. Voilà pour l'édition de contenu texte. J'ai également la possibilité dans mon contenu d'aller ajouter un média. Alors un média, c'est pas forcément une image, ça peut être également un fichier PDF, un zip, un document Word que je vais proposer en téléchargement par exemple. Donc je vais faire ajouter un média. Alors je peux faire ça comme ceci. Donc j'ai une fenêtre chez moi avec j'ai un dossier avec des images de test. Hein, donc j'ai des petits chats, des petits lapins, des formes géométriques. Alors je vais aller chercher une première image et il suffit simplement de la faire glisser ici. Voilà. Alors quand je mets une image, il récupère le nom du fichier et il en fait un titre. Alors là je vais peut-être mettre un titre plus explicite. Chaton, gris, marron et noir. Voilà. Donc ça c'est le titre de mon image. Si j'ai beaucoup d'images, je vais pouvoir, aujourd'hui j'en ai qu'une, mais je vais pouvoir aller faire une recherche par le titre. Donc c'est pas mal en fait de mettre le titre. La légende, c'est la légende qui pourra s'afficher sous certaines conditions quand je mettrai mon image dans le site. Ça va dépendre du thème, ça va dépendre de la façon dont je l'intègre. Ensuite, il y a un texte qui est très important, c'est le texte alternatif. Le texte alternatif est une alternative au texte. Au départ, ça a été fait pour ça, pour qu'en cas de problème de chargement de l'image, que le visiteur ait une alternative au texte, au lieu d'avoir simplement une icône avec un point d'interrogation et une icône barrée avec voilà, on a à la place de ça, à la place de cette icône, il y a un texte qui nous dit qu'ici il y a une photo dont la description est. Cette description sert aussi à alimenter Google, la partie Google Images. Votre image pourra se retrouver dedans. Et elle va permettre aux personnes qui naviguent sur Internet avec des systèmes de synthèse vocale, parce qu'ils ont des problèmes de vue,
d'avoir leur synthétiseur vocal qui va leur dire qu'à la place de cette image, eh bien, il y a ce texte. Voilà, donc là, c'est important de le remplir. Allez, chaton marron et noir. Ça peut être exactement la même chose. J'en profite aussi également peut-être pour placer mes mots-clés ici, si c'est possible. Voilà, si dans la description, voilà, si je fais un site sur les chats, bah, je peux mettre petit chat au lieu de mettre chaton, voilà, enfin bon, à voir. Ensuite, il va me proposer un alignement, donc c'est-à-dire que dans mon texte, est-ce que mon image va se caler à gauche, à droite, au centre? Donc là, c'est bien de faire des essais pour voir ce que ça fait, parce qu'en calant l'image à droite, eh bien, elle se colle sur le côté droit, et le texte qui suit va se mettre à gauche de mon image, donc faites des essais. Ensuite, ici, j'ai la possibilité de mettre un lien sur mon image, c'est-à-dire que le visiteur qui va cliquer sur l'image dans ma page pourra aller voir soit l'image elle-même, peut-être dans une taille plus grande, la page du fichier joint. Ça, c'est une page qui est créée à chaque fois que j'intègre une image. Eh bien, WordPress produit une page dans laquelle il y a le titre, on voit l'image, et puis on a accès à la navigation, il y a différentes choses, je peux associer un texte, il affiche la légende, il affiche la description, il affiche toutes ces infos. Ces pages-là sont assez peu utilisées dans WordPress, donc peut-être pas quelque chose à faire. Peut-être fichier média, on verra qu'il y a des possibilités pour faire des trucs plutôt sympas avec ça. Ensuite, j'ai la possibilité de faire un lien personnalisé, c'est-à-dire que là, je peux faire en sorte d'aller sur une page de mon site, donc il faudrait aller ouvrir une autre page et récupérer l'adresse, ou l'envoyer sur un site externe www.quelquechose.com. Ensuite, ici, vous voyez que donc là, je ne vais pas faire de lien, je vais l'intégrer comme ceci. Et WordPress me propose plusieurs tailles pour mon image. Alors, mon image, à la base, elle fait quelle taille? Est-ce que je le sais ici? Oui, elle fait 640 par 640. Voilà, et elle pèse 97 kilo-octets. Alors lui, en fait, il a généré deux autres fichiers, un qui fait 150 pixels par 150 pixels, une miniature, un qui fait 300 par 300, un qui fait 640 par 440. Par 640, pardon. Donc je vais aller mettre, par exemple, je vais mettre telle qu'elle est, la plus grande, voilà. Mais donc ça veut dire que WordPress, chaque fois que j'envoie une photo, il me génère des tailles plus petites. Si j'envoie une photo qui est beaucoup plus grande, ce qui n'est pas recommandé, eh bien, il va me générer aussi peut-être une taille, il y a une taille plus grande, il y a une taille à 1024 pixels, je crois. Voilà. Alors, petit point sur les images, il n'est pas nécessaire sur un site WordPress d'envoyer des images qui soient trop lourdes. C'est même pas recommandé du tout. On évite de mettre des images qui fassent plus de 1200, 1400 pixels de large, qui va être la largeur maxi de mon site. Hein, en règle générale, on règle un site sur 1080, 1200, 1400 grand maximum sur sa largeur maximale. Voilà, donc ça sert à rien de faire des images qui soient plus grosses. Vous allez mettre du temps à les envoyer vous sur le serveur. Et ensuite, si ici on affiche l'image originale, eh bien ce sera une image donc plus lourde, sans raison, qui sera chargée par le visiteur de votre site, et ça va ralentir la consultation du site pour rien. Voilà. Oui, il faut faire attention à ça. Donc, je peux aller réduire mes images dans un logiciel comme Photoshop ou dans Affinity Photo. J'ai des options, par exemple dans Photoshop, pour enregistrer une image pour le web. Donc ça veut dire que je n'utilise pas le menu enregistrer sous, mais j'utilise bien enregistrer pour le web. Et pour une photo, en règle générale, je fais du JPEG. Moi, je fais un réglage moyen autour de 45 en fonction de la détérioration de l'image. Voilà. Donc, je peux insérer mon image. Maintenant, donc, elle apparaît bien à l'endroit où j'avais mon curseur. Hein, j'avais mon curseur ici, donc l'image apparaît à la fin. Je peux aller la modifier si je le souhaite. Donc je peux aller mettre la petite si je veux. Je mets à jour. J'ai une photo plus petite. Voilà. Je vais remettre la grande. Voilà. Alors j'ai la possibilité aussi. Donc en faisant ça, je choisis un autre fichier, un fichier qui est plus petit, donc plus léger, plus facile à charger. Mais j'ai aussi une autre option qui est en fait de réduire la taille d'affichage de mon fichier. Ici, je peux faire ça, le mettre à 100 par 100, mais c'est toujours mon image qui est très grande. Alors pourquoi ça marche pas?
Tiens. Il ne veut pas le faire. Bon, je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais en fait, il va afficher l'image qui est grande. Il va simplement réduire la taille de son affichage. Voilà. Alors, je montre une autre petite astuce. Voilà, si je veux intégrer une vidéo YouTube, je vais sur la vidéo. Je récupère son URL ici. 80.08. Salut les pilotes, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un Oh là 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 là. entre le Mavic Pro et le Phantom 4. C'était... Voilà, si je récupère cette URL et que je la colle ici, eh bien, WordPress comprend que c'est un YouTube et me l'affiche directement dans la page. Voilà. Voilà, alors il y a pour les articles, je peux les affecter à une catégorie. Donc là, j'en ai qu'une. Si j'en avais fait plusieurs, c'est ici que ça se passe. Si je ne l'affecte pas à une catégorie, si je ne coche pas la case actualité, au moment de publier, ma case sera cochée. Voilà. Alors, il y a une chose qui est bien de faire aussi, c'est de mettre une image mise en avant. C'est l'image, parce que souvent les articles sont récupérés par des pages avec des listes d'articles dans des versions résumées, et c'est cette image-là qu'il va utiliser. Cette image-là pourra être aussi utilisée sur les réseaux sociaux si cet article est partagé sur Facebook par exemple. Facebook, quand on partage une URL, va rechercher le titre, la première image qu'il trouve, et un petit bout de texte avec un lien, savoir plus, etc. Et dans ce cas précis, eh bien, c'est cette image qu'il va récupérer. Donc je peux aller chercher une image à la une, ça peut être celle que j'ai dans mon article. Alors, à voir si mon thème n'affiche pas l'image à la une et l'image de mon contenu, auquel cas je peux en mettre une autre. Voilà, donc j'ai bien une image à la une. Et ensuite, alors on verra ça plus tard, je vais pouvoir publier ma page ou l'enregistrer. Si je fais enregistrer le brouillon, ma page va être présente dans l'administration du site. Je vais pouvoir revenir demain si je me déconnecte et aller continuer de la modifier. Je peux également la publier. Donc si je la publie, elle sera bien sûr présente dans l'administration du site. Je pourrai toujours la modifier, mais elle sera aussi visible sur le site. Voilà, à condition que le thème et les réglages de mon site fassent que les articles soient liés, associés, etc. Voilà, donc là, j'ai pu mettre mon article. Alors je peux faire en sorte, là j'ai d'autres petites options, publier en attente de relecture, je peux la repasser en mode brouillon si je veux, ou en attente de relecture. Là c'est quand on est dans un système avec différents administrateurs, des rédacteurs, etc. Mais bon, pour l'instant, on reste sur le fait de la laisser en mode publié ou de la remettre en mode brouillon, si on veut la supprimer du site. Je peux également faire en sorte que ma page soit protégée par mot de passe. Donc c'est-à-dire que quand on arrive sur cet article, on nous demande un mot de passe et seules les personnes qui ont ce mot de passe peuvent l'avoir. Elle peut être privée, c'est-à-dire que c'est simplement les personnes qui sont connectées à l'administration qui vont voir cet article. Voilà. Donc on va le laisser en mode public. On peut également programmer sa publication ou antidater sa publication si je veux laisser en premier un article plus ancien mais qui pour moi est plus important. Donc si je laisse la date, ici elle va être publiée maintenant, on est le 18 octobre 2017, il est 16h15, si je fais OK, il sera vraiment publié. Si ici je mets par contre 18h, voilà, eh bien mon article ne sera pas publié, hein, d'ailleurs le bouton publier a changé, il s'appelle planifier, et mon article n'est pas en ligne, mais il sera en ligne à 18h dans un moment. Donc je vais le changer, je vais aller le remettre à 16h, OK, et je fais publier. Donc là, j'ai la possibilité de voir mon article, hein, si je vais ici. Donc quand on est connecté, on a cette petite barre qui apparaît, qui n'est pas visible aux visiteurs du site qui ne sont pas connectés. Voilà, donc il m'a mis, ça je pense que c'est le logo de l'article. Il a récupéré le titre. Voilà, il a mis le contenu ici. Donc j'ai des boutons pour avoir la possibilité de modifier. Et alors là, on a la possibilité de laisser un commentaire. Bon, voilà.
Et là, j'ai une colonne à droite qui est la sidebar, dans lequel j'ai différentes choses, des liens, etc. C'est pas très utile, on va voir comment faire pour se débarrasser de ça dans un moment. Voilà, donc je peux revenir sur mon article. Voilà, donc il a tout, il a une image à la une, il a une date, il est associé à une catégorie. Maintenant, on va aller voir une page. Comment ça marche? Donc là, j'ai une page d'exemple qui est la page par défaut, c'est pareil, je vais la mettre à la corbeille. Je vais aller créer une nouvelle page. Alors, je vais retourner sur mon lorem ipsum. Voilà. Et je vais aller mettre du texte. Voilà. Et là, en fait, j'ai assez peu, donc j'ai exactement les mêmes options ici hein, pour mettre du gras, de l'italique, des titres, des intertitres, etc. Pour les médias, c'est pareil. Alors, on va peut-être voir autre chose. Ajouter un média, je peux faire créer une galerie, c'est-à-dire que là, je vais mettre une galerie d'images. Alors là, j'ai plusieurs photos avec des petits chats. Alors, par contre, je n'ai pas vérifié la taille de mes images et c'est pas très bien. Donc j'en ai une qui est beaucoup plus grande que les autres. On va voir ce que ça fait. Donc là, j'ai créé une galerie. Donc je crée ma nouvelle galerie. Voilà, donc là j'ai la possibilité de changer l'ordre par exemple. Et là j'ai les options vers quoi sont liées les images. Alors on va dire fichier média par exemple. Colonne 3, taille miniature, on va mettre moyenne. Insérer la galerie, on va voir ce que ça fait. Ben là ça fait simplement une petite galerie d'images comme ça. Si je publie, je vais voir ma page. Donc elle est ici, et en dessous j'ai ma petite galerie photo. Et quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai ma photo qui s'ouvre en grand. Et je perds mon site. Bon, voilà, on verra qu'il y a des options pour faire des trucs plus sympas avec ça. Mais bon, voilà le principe de la galerie, quoi. Voilà. Alors là, l'affichage se fait, là j'ai le titre qui est ici, j'ai mon texte qui est là, voilà, c'est le thème qui est comme ça, en responsive, quand on change de largeur, eh bien le titre repasse au-dessus. Bon, voilà. Alors, je n'ai pas de menu là sur mon site. Alors, on a vu comment faire un article, comment faire une page. J'ai une partie qui s'appelle Médias, dans lequel je retrouve en fait tous les médias que j'ai téléchargés. Alors, on n'a pas vu pour faire des liens vers des PDF, comment ça marche. On pourrait aller en faire un, par exemple sur la page. Je vais aller chercher un PDF. Est-ce que j'ai quelque chose de rapide? Et léger, oui, alors là j'en ai un. Donc je vais dire que je le mets ici en premier. Donc toujours faire attention quand on utilise ajouter un média, de savoir où est positionné le curseur, parce que c'est là que va se mettre votre média. Donc je fais ajouter un média, je récupère un fichier PDF qui s'appelle liste des marques, GC, feuilles, etc. Bon, je le laisse comme ça. Donc je fais attention au titre que je mets ici, parce que c'est le titre qui va s'afficher, que le public va voir, que les visiteurs de mon site vont voir. Et là, je fais bien en sorte que, au clic, on pointe sur le fichier média. Je fais insérer dans la page, donc pour rappeler, on a bien mis ici liste des marques. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et bien ici, j'ai un texte, liste des marques qui apparaît. Donc, c'était le texte que j'avais dans le titre, souligné, et c'est un lien. Donc, je vais voir à quoi ça ressemble. Je vais voir la page. Là, j'ai bien un lien vers mon PDF. Voilà. Alors, j'ai la possibilité, évidemment, d'aller faire une petite modif pour faire en sorte que ça s'ouvre dans une autre fenêtre, par exemple. Si je passe dessus, modifier le petit engrenage et ouvrir en lien dans un nouvel onglet. Ok. Voilà. Alors, vous avez vu sur l'article tout à l'heure, j'avais la possibilité de mettre un commentaire. Si je veux désactiver ça, on verra qu'on peut le faire dans les préférences, mais ici, quand je suis sur la liste de mes articles, j'ai un petit onglet ici, modification rapide, qui me permet de changer le titre, de changer la date de publication, de mettre
un mot de passe pour rendre mon article en mode privé. Je peux changer sa catégorie si j'en ai plusieurs. Et j'ai également la possibilité de ne pas autoriser les commentaires. Donc si je décoche cette case, les commentaires, il n'y aura plus ce bloc. Voilà. Donc, je vais mettre à jour. Et là, j'ai la possibilité directement d'aller voir mon article sans passer par la page d'édition. Si je reviens en dessous, voilà, j'ai plus ce petit bloc pour mettre des commentaires. Voilà. Donc on a vu les articles, les médias. Donc si je retourne dans les médias, on a vu que j'ai chargé un PDF dans un article. Là, je vais le retrouver dans les médias. Hein, donc je peux faire n'afficher que les images, les sons, les fichiers attachés, les classer par date, etc. Et je vais pouvoir faire des recherches textuelles. J'ai perdu ma page. Si je recherche chat, voilà, il a vu que dans les titres, il y avait chaton, donc lui il l'a trouvé. Chaton roux, chaton noir et roux, il a retrouvé cela. Bon, voilà. Voilà, donc ici, c'est les commentaires. Donc si j'ai laissé dans mes articles la possibilité à mes visiteurs de mettre des commentaires, c'est ici que je vais les retrouver. En fonction de mes réglages, les commentaires ne sont pas toujours publiés. Parfois, il faut l'intervention d'un administrateur pour aller publier les commentaires qui ont été reçus sur mon site. Donc dans ce cas-là, c'est ici que ça se passera et c'est ici que je vais aller pouvoir valider ou supprimer les commentaires. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart des pages qui accueillent des commentaires sont spammées. Les gens mettent des liens vers leur site marchand pour pouvoir vendre et pour pouvoir améliorer leur référencement. Voilà. Alors, on va aller voir 2-3 petites choses, notamment dans les réglages. Parce que c'est ici que j'ai le titre de mon site. Donc on me l'a demandé à l'installation, mais je vais pouvoir aller le changer. Je vais pouvoir changer le slogan qui est souvent utilisé par les thèmes sur la page d'accueil ou pour le titre de ma fenêtre dans mon onglet qui va aussi être renvoyé sur les moteurs de recherche. Je peux mettre mon adresse de messagerie. Donc c'est l'adresse de messagerie du site. Chaque fois qu'il y a un message, par exemple un administrateur qui change un mot de passe, un commentaire, etc., eh bien, il y a un mail qui est envoyé sur cette adresse. Voilà. Alors, tout le monde peut s'enregistrer. Je vous déconseille fortement d'aller la cocher. Voilà. On peut changer le format de date. C'est la date qui s'affiche, mais par défaut, quand on l'installe en français, il fait les choses plutôt bien. Voilà. Donc, je peux changer ici le titre de mon site, de mon slogan. Écriture. Ici, je vais pouvoir... oui, dire si j'ai plusieurs catégories, laquelle de mes catégories est la catégorie par défaut. En créant un article, si je coche pas, laquelle va être la catégorie par défaut. Les formats des articles, on verra ça plus tard. Non, là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. C'est ici, par contre, il y a quelque chose d'important. Tous les thèmes WordPress proposent 2 pages d'accueil au choix. Donc, on a soit une page qui est en fait une page qui regroupe les derniers articles, donc présentés de façon différente en fonction du thème, ou une autre page qui est une page que j'aurais produite dans le site, et je vais indiquer à WordPress de pointer sur cette page quand je serai dessus. Donc moi j'ai qu'une page, qui est la page d'accueil, voilà. Voilà. Alors, si j'avais créé plusieurs pages, voilà, j'aurais créé une page qui s'appellerait Home et j'aurais pointé dessus. Ça, on verra un petit peu plus tard. Quand je me suis inscrit, j'ai demandé à Google de ne pas venir sur mon site. Ce qui arrive souvent, c'est que on fait son site et ensuite on le met en ligne, enfin on l'alimente, on dit ok c'est bon, et en fait on ne se rend pas compte qu'on n'a pas décoché cette case, et 6 mois après on se rend compte qu'on n'est toujours pas présent sur Google, quoi. Voilà. Donc quand on a un problème de référencement avec un site WordPress, qu'on n'a jamais été référencé, et qu'au bout de quelques temps on est surpris de pas trouver trace de notre site
dans un moteur de recherche, il faut aller voir par ici si cette case n'est pas cochée. Voilà. Discussion, c'est ici que je règle les options par défaut des commentaires sur les articles, ce que je trouve ici dans les articles, ce qu'on a désactivé pour l'article, on peut le faire, donc là c'est les options par défaut quand je crée un nouvel article, mais je peux après au cas par cas les personnaliser. Donc moi en fait en règle générale, j'autorise les lecteurs à publier des commentaires sur les nouveaux articles, non, je l'enlève. Moi j'ai tendance à penser que les commentaires, voilà, c'est plutôt fait pour les réseaux sociaux. Voilà, mais si je veux quand même en mettre, par défaut, eh bien je coche cette case et puis ensuite je vais voir les différentes possibilités qui me sont offertes. Voilà. Donc moi je vous invite fortement en fait à faire ça. Média, on verra ce que ça fait. Oui, je peux changer la taille des images qui me sont proposées par WordPress. Voilà, si mon site est plus grand, je peux mettre ici par exemple que l'image grande taille qui est générée fasse 1200 par une hauteur maxime 1200. Permalien, alors ça c'est important d'aller voir ce que ça fait. C'est pour changer les URL de mon site. Les URL sont très importantes pour le référencement. Donc j'évite de laisser ça, d'avoir des adresses comme ça qui finissent par point d'interrogation P, etc. au profit plutôt de nom de l'article ou nom de la page. Là, ça va récupérer mon titre et ça va le mettre sous, ça va enlever les accents, les espaces, mettre des tirets à la place et voilà, faire des adresses qui sont plus propres. Voilà, en règle générale, moi j'utilise ça. Voilà pour les réglages de préférence. Alors ensuite, WordPress nous propose un système de thèmes. Les thèmes, donc, c'est des thèmes qui gèrent le graphisme. Donc, ce sont des modules qui vont changer l'apparence de mon site. Ça va changer à la fois le graphisme, donc peut-être les couleurs qui seront présentes sur mon site, pour les fonds de page, pour les titres, pour même le corps de texte, les encadrés, etc. Ici, on a un petit fond gris, là, tout est blanc avec du texte noir, etc. Mais ça va aussi changer la structure de mon site. Par exemple, la colonne avec des petits objets comme des liens ou des modules de recherche, elle peut être à gauche, à droite, en bas. Voilà, ici j'ai une page d'accueil avec une grande image. Voilà, c'est pas toujours pareil. Donc j'ai des thèmes qui sont proposés par WordPress de base. Alors lui, c'est un petit peu particulier, c'est moi qui l'ai ajouté. De base, j'ai ces 3 thèmes-là. Alors il y a toujours des mises à jour, donc c'est bien de les faire aussi. WordPress propose, si je fais ajouter, une collection de thèmes qu'il propose gratuitement et que je vais pouvoir tester. Donc je peux rechercher en fonction des couleurs, en fonction de différentes choses. Alors si je vais faire filtre de fonctionnalité, il me propose les plus populaires, les derniers sortis, etc. Mais je vais pouvoir aller chercher un site en fonction de l'arrangement des contenus, donc en gris avec une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, fonctionnalité, si j'ai la possibilité de personnaliser l'arrière-plan, si j'ai voilà, une en-tête flexible, des widgets en pied de page, voilà, on verra tout ça, ce que c'est les widgets, etc. Ou si je fais un site qui est plutôt orienté blog, éducation, divertissement, etc., nourriture, voilà. Donc en fonction de plein de choses, je peux aller choisir un thème et classer ceux qui m'intéressent. Donc si on fait par exemple nourriture et boissons, appliquer les filtres, et bien là il va me proposer une sélection de thèmes qui peuvent éventuellement s'appliquer à mon contenu. Alors c'est marrant, il ne me charge pas les images, si voilà. Voilà, donc je pourrais en sélectionner un, faire installer, voilà, et mon site changerait complètement d'apparence, j'aurais plus mon pot de fleurs, mais quelque chose qui ressemblerait peut-être un peu à ça. Donc chaque thème a ses spécificités et demande une petite prise en main. Si on télécharge un thème, c'est bien d'aller voir les détails, parfois on a des liens vers un mode d'emploi, etc. Alors parfois c'est extrêmement simple, il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de préférences, mais souvent en fait quand on installe un thème, on a la possibilité de le personnaliser, donc c'est ici dans personnaliser, on personnalise son thème.
Donc j'ai la possibilité d'aller chercher parmi ces thèmes gratuits, mais je peux mettre un thème en ligne, donc c'est-à-dire aller sur un site comme Elegant Theme, voilà, qui est un éditeur de thèmes payant, qui propose des thèmes, dont le fameux Divi que j'ai installé. Voilà. Et quand on achète un thème chez eux, donc on achète en ligne, on le télécharge, on a un fichier zip, et là en fait, il suffit d'aller chercher ce fichier zip, ici sur mon ordinateur, de faire installer, et je le retrouverai ici, je pourrai ensuite l'activer et le rendre. Voilà, et donc il faut se renseigner hein, sur les thèmes, voilà. Pour certains sites, des thèmes gratuits peuvent très bien faire l'affaire. Les thèmes payants, c'est les thèmes premium, ça coûte en moyenne autour de 50 €, il y en a qui sont plus chers, moins chers, voilà. Il y a aussi des éditeurs qui proposent des thèmes gratuitement en téléchargement, qui ne sont pas proposés par WordPress. Il faut faire quand même attention avec les thèmes gratuits. Parfois, ils ont des failles de sécurité ou ils sont carrément malveillants. Voilà, ils récupèrent des informations, ils peuvent installer un virus, etc. Donc on se renseigne quand on installe un thème. Voilà. Donc ici, je ne vais pas aller changer mon thème, je retourne ici, je vais laisser celui-ci qui est par défaut. Je vais voir ce que j'ai dans les options de personnalisation. C'est-à-dire, je vais au moins pouvoir, par exemple, changer cette image. Voilà, du pot de fleurs, donc je dois l'avoir quelque part. Je ne sais plus, il faut aller voir dans tout ça. En fait, si je veux changer l'image, c'est ici. Voilà. Je découvre le thème, parce que moi, généralement, il passe directement à la poubelle, celui-là. Donc je peux faire masquer l'image, donc il n'y aura pas d'image en haut. Et je peux faire ajouter une nouvelle image. Voilà, recadrer. Voilà, et là, la grande image de l'accueil de mon site, ce n'est plus le pot de fleurs, c'est le petit chaton. Voilà, alors j'ai la possibilité de mettre plusieurs images ici dans ce thème, avec un choix aléatoire, ça veut dire que l'image change, voilà, bon. Donc je vais enregistrer, publier. Donc là, c'est assez succinct, les réglages de mon thème. Sur d'autres thèmes, ça peut être beaucoup plus compliqué. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant les menus. Les menus, parce que c'est une partie qui est importante. Alors, pour les menus, je vais quand même faire quelques petites pages supplémentaires. Test. Faire ça très rapidement. Ajouter une nouvelle page. Voilà, je vais faire la page contact. Bonjour, contactez-nous. J'ajoute une nouvelle page. Allez, qui sommes-nous? Et j'ajoute du texte comme ça. Voilà. Donc je vais aller dans les menus et je vais organiser ces pages qui pour l'instant ne sont pas accessibles. Si je vais sur le site, et là, j'ai simplement mon article qui est accessible. Et là, je ne vois pas de page, je n'ai pas de menu. Voilà, il va falloir que je crée tout ça. Alors, quand on arrive dans WordPress, il n'y a pas de menu. Les thèmes ont des zones. Par exemple, si je vais sur mon site, en réalité, sur mon thème ici, j'ai une zone ici que je ne vois pas parce qu'elle est vide, qui permet d'accueillir un menu. C'est la zone, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et sur ce thème-là, je crois qu'il y a aussi une zone qui permet d'accueillir un menu en bas. Donc je vais pouvoir mettre deux barres de menu, une ici et une seconde en bas, sur ce thème. Alors, pour pouvoir aller alimenter ces zones de menu, il faut créer un menu. Alors, je vais faire mon menu du haut. Je vais l'appeler comme ça. S'il est d'accord. Voilà, mon menu du haut, c'est ça. Donc, je vais
pour l'instant, la structure du menu est vide. Donc ici, il me propose mes pages. Donc je vais aller choisir mes pages, test, voilà. Donc ça, c'est ma page d'accueil en réalité. Et je vais aller les mettre ici. Donc je vais mettre ma page d'accueil en premier. Donc là, si j'enregistre ça, que je retourne sur mon site, mon menu n'est toujours pas là, ni en bas. Pour qu'il soit présent sur mon site, il va falloir que je l'affecte à une zone. Donc, régler la zone, ça se fait soit ici, soit dans Gérer les emplacements. Dans Gérer les emplacements, voilà, j'ai Menu supérieur, l'emplacement menu supérieur, donc c'est la zone de menu. Je vais lui affecter le menu que je viens de créer, qui est le menu du haut. Voilà, donc je fais Enregistrer modification. Et là, si je retourne sur mon site, eh bien mon menu vient d'apparaître ici. Voilà, donc c'est un menu simple, il n'y a pas de sous-item. C'est-à-dire que quand je passe la souris sur Qui sommes-nous, il n'y a pas d'autres sous-onglets qui apparaissent en dessous. Pour faire ça, je retourne dans la modification du menu, et là, j'ai la possibilité de prendre ma page, par exemple, test, et d'aller la placer entre Qui sommes-nous, contact, en la déplaçant légèrement sur la droite. Ce qui fait une petite indentation, et ça va faire en sorte que mon menu va avoir, mon menu Qui sommes-nous va avoir comme sous-item test. Je vais voir. Voilà, donc test a disparu, j'ai une petite flèche qui vient d'apparaître, et maintenant j'ai un sous-item ici. Alors il faut savoir en fait que quand je fais un menu, les personnes, en règle générale, les gens pensent que quand il y a un sous-menu, cette page-là n'existe pas, et ils vont directement voir les sous-parties. Alors si j'ai un contenu qui est important ici, c'est important en fait de mettre ma page 2 fois. C'est-à-dire je vais faire comme ça. Qui sommes-nous? Je vais l'ajouter au menu et je vais la remettre en sous-partie d'elle-même. Alors je peux peut-être la changer. Là je peux mettre notre organisme ou le nom de l'organisme à avoir. Et ici je vais mettre Qui sommes-nous? Donc ça veut dire que les personnes qui cliqueraient éventuellement ici tomberaient sur cette page-là. Et s'ils cliquent ici, bah, ils tombent aussi sur ça. Voilà, parce que, voilà. Voilà pour les menus. Donc j'ai la possibilité de mettre des pages, mais j'ai aussi la possibilité, même si c'est pas très utilisé, d'aller mettre mes articles. Mais en règle générale, mes articles, je les mets plutôt dans des pages qui listent mes articles, sur la page d'accueil, ou je les retrouve dans mes pages sous forme de petits, dans des widgets sur la colonne de droite, la possibilité d'aller voir mes articles, mais j'évite. Enfin, en tout cas, je le vois assez peu. C'est assez peu utilisé, ce genre de choses, d'aller mettre des articles dans le menu. Lien personnalisé, j'ai la possibilité ici d'aller mettre un lien vers un site externe, hein, http://www.machuntruc.com. Alors ça aussi, c'est pas super recommandé, parce qu'on recommande plutôt de mettre dans le menu des liens qui pointent sur mon site, et de ne pas sortir, parce que ça peut être un peu perturbant pour le visiteur. Il vaut mieux faire des liens extérieurs dans le contenu de mon texte, où j'explique, où je fais comprendre qu'en cliquant sur ce lien, je vais aller sur une ressource extérieure. Voilà. WordPress génère des pages de catégories, c'est-à-dire que quand je fais un article, je l'affecte à la catégorie actualité, parce que j'ai qu'une catégorie. Donc, catégorie, WordPress génère une page catégorie qui liste tous les articles affectés à cette catégorie. Donc je pourrais éventuellement pointer dessus, voilà, pour faire ma page de news, plutôt que d'aller mettre des articles directement, quoi. Mieux faire ça. Donc je vais la mettre ici. Alors des fois c'est un petit peu galère, des fois on n'arrive pas à remonter, donc voilà, il faut essayer un petit peu. On y arrive en règle générale, voilà. Donc là j'ai fait mon menu, hein, avec 2 fois la même page, je lui ai changé son nom. Là j'ai fait un lien vers ma page actualité, voilà, une page qui liste mes actualités, mais moi j'en ai qu'une, donc ça va, on voit pas tellement ce que ça fait. Voilà, alors on va aller voir maintenant d'autres choses dans Apparence. On a vu les thèmes, la personnalisation des thèmes, on a vu les menus, on va aller voir maintenant les
widgets. Alors peut-être qu'avant de voir les widgets, non, on va aller voir les widgets. Donc les widgets, quand je suis sur mon site et que je vais voir un article, donc mon premier article c'est celui-ci, voilà. Bien ici j'ai cette colonne qui apparaît avec différents éléments. Ici j'ai un module de recherche, la liste de mes articles les plus récents, mes commentaires, page d'archives qui liste les articles d'octobre 2017, catégorie, la page qui pointe vers tous les articles affectés à la catégorie actualité. J'ai ici des liens vers différentes choses relativement à mon site WordPress. Donc moi je ne vais pas mettre tout ça, je veux mettre d'autres choses. Donc ça, les widgets, ça se passe ici. Alors chaque thème a des zones qui peuvent accueillir des widgets. Par exemple, sur le thème par défaut, eh bien, c'est sur la page des articles, j'ai une colonne à droite qui, en réduisant la fenêtre, va passer en dessous. Et j'ai également deux zones qui sont ici, en fait, en dessous. J'ai une colonne là à gauche, une colonne à droite, dans lequel je vais pouvoir mettre ces petits objets. Donc, ces zones qui permettent d'accueillir des widgets, ça s'appelle des sidebars. Voilà. Donc, vous voyez en fait que ma zone pied de page 1 et ma zone pied de page 2 sont vides. Et je le vois sur mon site ici, je n'ai rien dedans. Par contre, ma zone qui s'appelle sidebar, donc c'est la sidebar, ça aurait pu l'appeler autrement, est déjà, elle, bien fournie. Donc, je retrouve ici mon champ de recherche, hein, qui est ce widget ici, mes articles récents, qui est ça, commentaires, etc. Moi, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin des méta, par exemple, j'ai pas besoin des catégories, j'ai pas besoin des archives. Alors, je les supprime, mais je pourrais tout à fait les retrouver, les remettre. Mais je vais laisser peut-être le module de recherche. Allez, non, je vais le supprimer, je vais mettre juste les articles récents. Et moi, j'ai envie de mettre un truc personnalisé, quoi. J'ai envie de mettre une image ou une vidéo ou un petit texte. Bien, j'ai la possibilité ici de récupérer un petit objet texte. Voilà, que je vais mettre en dessous de ma liste. Et là, je vais mettre bonjour. Voilà, ici, je vais pouvoir mettre un petit peu de texte. Voilà, je vais pouvoir mettre du gras, de l'italique, des listes à puces, éventuellement un lien. Là, je ne peux pas mettre d'image. Si je veux mettre une image, eh bien, j'ai la possibilité de le faire autrement. Donc là, j'ai enregistré, je ferme. Je prends mon petit module image, je le fais glisser. Et je vais aller ajouter une image. Pour changer, je vais prendre un petit chat. Là, je vais le mettre en tout petit. Voilà, alors, je peux mettre un petit titre. Enfin, je ne suis pas obligé. Voilà. Donc si je retourne sur ma page, et bien maintenant, voilà, j'ai la liste de mes derniers articles, mais j'en ai qu'un, donc forcément, ça fait une liste un peu pauvre. Et là, je retrouve mon texte et ma petite image. Voilà pour les widgets. Donc, WordPress propose une sélection de widgets. Donc, on en a vu déjà quelques-uns, la recherche, les archives, un calendrier. Donc, ça présente un petit calendrier avec des liens vers les articles. Les commentaires, etc. Je peux faire un petit bloc avec du HTML personnalisé pour mettre par exemple une vidéo YouTube. J'ai la possibilité d'aller mettre un menu. Hein, si dans mes menus ici j'ai créé un menu que j'appelle le menu sidebar, je ne l'affecte pas aux zones de menu prévues par mon thème, donc la barre du haut, la barre du bas, et je vais pouvoir aller la mettre par exemple ici dans une sidebar. Hein, je peux avoir un petit menu contextuel dans mes articles qui va pointer sur différentes choses. Voilà. Donc il me propose un certain nombre de choses, hein, vous pouvez essayer. Mais on va voir qu'on a la possibilité d'aller ajouter d'autres types d'objets. Il y en existe même énormément, quoi, très grande quantité. Donc là, on va juste faire un petit exemple ici. Je vais prendre mon image, je vais la mettre en pied de page et mon texte bonjour, je vais le mettre en pied de page 2. Voilà, je recharge ma page, je regarde ce que ça fait. Voilà, donc là, ici, j'ai juste la liste de mes articles. Et en bas, j'ai ma petite photo et mon petit texte qui se sont collés dans mes deux colonnes. Voilà. Donc voilà pour les widgets. Alors maintenant, on va aller voir
les extensions. Et alors, pour gagner un peu de temps, je vais aller faire une petite manip. Donc, je vais couper ici. Donc, il faut aller dans les fichiers de WordPress, aller sur wp-config, l'éditer. On peut l'éditer avec l'éditeur du FTP et on lui ajoute ce petit texte là, define fs method direct. Donc je la colle où je veux. Voilà. Et si je fais ça, donc je l'enregistre. Voilà, j'ai la possibilité assez facilement de changer des fonctionnalités de mon site. Ça, c'est pour m'éviter d'avoir à taper à chaque fois mes mots de passe FTP, etc. à chaque fois que je rajoute un produit, un logiciel, etc. Donc, les extensions, ce sont des petits morceaux de programme, on va dire, qui ajoutent des fonctionnalités à mon site. Ça peut être des fonctionnalités très simples, comme par exemple forcer le fait d'avoir un espace avant un point d'exclamation, ou ça peut être de vrais logiciels qui vont permettre de faire des animations, des sliders animés un peu compliqués, de faire un site multilingue, de faire un site avec une gestion du SEO, donc des outils de référencement qui vont analyser le site. Je vais pouvoir faire des formulaires, je vais pouvoir faire voilà, pas mal de choses avec ces extensions. Donc les extensions, là par défaut j'en ai deux qui sont activées. Hello Dolly, c'est un truc un peu gadget qui permet d'ajouter une phrase extraite de la chanson Hello Dolly sur mes articles. Donc ça je vais le supprimer, c'est juste pour montrer que les widgets, alors bon évidemment il me demande ça, hop, il faut que je recharge, oui, ok, voilà. La petite manip que j'ai fait tout à l'heure, c'était pour éviter ça, justement. Akismet anti-spam, c'est pour éviter ce dont je parlais tout à l'heure, les spammers qui vont aller mettre des messages dans les commentaires. Ça apporte des protections supplémentaires. Mais moi, comme je l'ai désactivé, j'enlève Akismet anti-spam. Moi, je vais me faire un site où les gens ne laissent pas de commentaires. Les commentaires, ça sera réservé aux réseaux sociaux. Voilà, mais vous pouvez l'utiliser si vous laissez la possibilité à vos visiteurs de laisser des commentaires. C'est pas interdit. Donc, je vais aller ajouter des extensions. Donc, WordPress, c'est comme pour les thèmes. Il me propose différentes choses. Donc, voilà. Là, lui me propose six plugins, qui sont des plugins plutôt très utilisés. Celui qui met en avant. Je vais aller voir quelles sont les extensions les plus populaires. Il y a par exemple ici, il y en a un qui s'appelle Contact Form 7, qui est celui qui permet de faire des formulaires de contact avancés, chose que ne propose pas WordPress par défaut. Yoast SEO, c'est un plugin qui est très très utilisé. Il permet de vous aider à y voir un petit peu plus clair sur votre site et la façon dont il va apparaître dans les moteurs de recherche et les réseaux sociaux et comment il va vous donner des pistes pour améliorer votre référencement. Voilà. Ça ne va pas forcément améliorer votre référencement, mais ça va vous aider un petit peu. Alors, moi j'ai quelques petites extensions. Qu'est-ce que je vous avais fait voir en cours? Voilà, donc j'ai retrouvé quelques petites extensions utiles. Donc par exemple, il y a Simple Lightbox qui permet de faire un petit truc sympa. Donc, si je recherche ça, eh ben, je la retrouve ici, je l'installe.
je l'active, une fois qu'elle est installée. Voilà, et donc elle, vous avez vu tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai fait une page avec une galerie. Alors, je ne sais plus laquelle c'est, ça doit être sur ma page d'accueil. Voilà, moi j'ai ajouté une galerie. Vous vous rappelez, quand on cliquait sur le petit chat, en fait, on arrivait sur l'image du chat en plus grand. Donc si je vais voir la page, maintenant, il y a quelque chose qui a changé du fait de ce plugin, c'est que quand je clique sur le petit chat, et bien voilà, j'ai le fond qui s'assombrit, mon image qui apparaît en gros, et j'ai des petites flèches qui apparaissent pour aller visiter les autres pages. Hein. J'ai la possibilité de le jouer automatiquement, d'arrêter, etc. Voilà, donc le simple fait d'activer cette extension va faire en sorte que quand j'intègre une galerie dans ma page, eh bien, elle va se comporter de cette façon-là, au lieu de se comporter de la façon dont elle se comportait tout à l'heure. Voilà. On va aller voir une autre petite extension qui fait un truc sympa aussi. Donc je vais toujours dans apparence, extension, pardon, ajouter. WP Editor Widget, je l'installe. Alors des extensions, il en existe des dizaines de milliers, et souvent, quand on recherche une extension pour faire, par exemple, Google Analytics, eh bien, il en existe beaucoup. Donc il faut essayer de se renseigner un petit peu, aller voir sur les blogs ce que les gens disent. On peut aussi aller voir le système de notation. On va aller voir ce qu'elle fait celle-ci. WP Editor Widget, donc c'est dans mes widgets. Elle me propose un nouveau type d'objet qui est le Rich Text. Donc vous avez vu tout à l'heure quand je voulais mettre du texte, je n'avais pas la possibilité dans mon texte de mettre une image, j'étais obligé d'aller chercher un autre bloc. Donc là, si je fais Rich Text, donc je peux donner un titre, hop, Edit Content, et là je me retrouve en fait dans une édition comme l'édition d'un article, avec beaucoup plus de possibilités pour mettre des titres, des intertitres, des liens, etc. Mettre des caractères spéciaux, de la couleur, des filets de séparation, ajouter des médias, des liens, des images, etc. Voilà. Alors, on va aller voir de nouveau sur les extensions. Alors, j'ai cliqué sur Widget, mais non, extension. Quand je fais ajouter, voilà, ici, il me donne quelques indications sur la notation, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, quand on télécharge une extension, d'aller lui donner une note, et chaque fois qu'elle est installée, eh bien, il y a un compteur, et on sait combien de fois elle était installée. Donc, bon, une extension qui a été installée plus d'1 million de fois, ou 300 000 fois, etc. Donc, bon, généralement, c'est plutôt une extension populaire. Les extensions populaires, très populaires, sont plutôt bien, de bonne qualité, on peut les utiliser. Par contre, dès qu'on a des extensions qui sont très peu installées, si je fais Google Analytics par exemple, on va aller voir que là, il y en a énormément. Et elles n'ont pas toutes un grand nombre d'installations. Donc par exemple, celle-ci, 1 million d'installations, donc ça, peut-être pas mal à voir. Moi, j'utilise celle-ci personnellement, qui est la plus simple. Voilà, après en dessous de 10 000, voilà, plus ça va, 7 000, 4 000, 6 000, 2 000, 800. Bon, là, faut se renseigner, faut être prudent. Voilà. Donc voilà pour les extensions. On va aller voir encore 2-3 petites choses. Les utilisateurs. Quand vous avez créé votre compte, quand vous avez installé votre site, vous avez créé un compte utilisateur. Alors il se peut là, que vous en ayez plusieurs en fonction, parce que il y a vous et il y a moi. Donc vous pouvez ici modifier. Donc là, vous pouvez changer votre mot de passe par exemple, une chose que je vais faire, parce que dans la vidéo tout le monde l'a vu, celui que j'avais mis. Donc je vais aller le changer pour pas que les gens puissent me piquer mon compte. Les gens qui tomberaient sur cette vidéo, des gens mal intentionnés. Voilà. Mais on a la possibilité ici d'aller ajouter d'autres utilisateurs, d'autres administrateurs. Hein, si on veut donner la main sur notre site à quelqu'un d'autre, si on travaille en groupe à plusieurs, on ne se passe pas le même compte. On crée des comptes, un compte par personne.
Voilà, donc on rajoute un identifiant, c'est ce qui va permettre à la personne de se connecter. En règle générale, on met un prénom ou un pseudonyme, c'est peut-être mieux de mettre un pseudonyme, c'est plus difficile à trouver. L'adresse de messagerie, c'est simplement pour permettre de récupérer son mot de passe si on ne l'a pas noté ou si on l'a oublié. On va pouvoir mettre un mot de passe qu'on personnalise et on va choisir le rôle. L'administrateur a tous les droits, il peut changer tout ce qu'on a vu, les thèmes, les extensions, etc. L'abonné, il a droit au site public avec les pages en mode privé. Et les contributeurs, auteurs, éditeurs interviennent dans l'administration du site à des niveaux différents. Le contributeur peut proposer des articles, il ne peut pas les publier. L'éditeur pourra publier des articles et des pages, mais il n'aura pas accès à l'apparence du site, changer le thème, etc. Voilà. Donc bon, à voir. On pourra regarder ça plus en détail un peu plus tard si vous voulez. Bon, ici j'ai un outil, mais j'ai des plugins qui permettent de faire des choses mieux que ça. Donc voilà déjà pour la base de WordPress. Alors un truc qui est important sur lequel on va finir, c'est quand on a ici du rouge sur les mises à jour. On fait les mises à jour, quel que soit voilà, on fait toujours les mises à jour. Là, il me dit que j'ai des thèmes à mettre à jour. Eh ben, je les mets. Je peux avoir des extensions à mettre à jour, des traductions. J'ai parfois le WordPress à mettre à jour. Alors parfois, après ça déconne, après ça plante, etc. Eh ben, c'est pas grave. On arrive toujours à se débrouiller, à régler notre problème, à utiliser une autre extension, ou à aller bricoler un truc dans le thème. Mais on fait les mises à jour, parce que ne pas faire les mises à jour peut s'avérer être absolument catastrophique et très difficile à gérer après. Voilà